Alors du coup, bonjour à tous, donc moi c'est Alan, et puis je vais vous faire le petit rappel de cours en ce deuxième jour de la semaine de la biophys sur les bases physiques du déplacement en solution. Donc c'est parti. On va commencer par le rappel de cours sur les déplacements dans les champs de force. Alors, les formules de base. Donc tout d'abord, on a forcément la formule de la force. La force, ça va être une masse fois une accélération. C'est ce qu'on vous a mis ici. Et ensuite, en fait, on a la poussée d'Archimède, donc c'est PA, qui va être égale à une masse donc d'un objet, donc c'est m0, fois une accélération. Donc c'est n'importe quel objet, quoi, qui est soumis justement à la poussée d'Archimède. Et sinon, ensuite, on a la force de frottement, qui va être le coefficient de friction fois la vitesse. Cette force de frottement, pardon, elle va caractériser aussi tout objet qui sera soumis à un frottement. Donc tout objet sera soumis par exemple à une vitesse dans l'air, forcément parce qu'il y a un frottement avec des molécules. Donc voilà. Et en fait, ce coefficient de friction, qui est dans la formule de la force de frottement, d'après la loi de Stokes, il est égal à 6pi eta r. Et donc si on remplace le F, donc le 6pi eta r, dans la formule de la force de frottement, eh bien on obtient 6pi est à RV, et donc en fait il y a un petit moyen mémotechnique que vous pouvez utiliser. 6pi est à RV, du coup ça vous permet de retenir cette formule assez facilement. Donc, maintenant on va s'intéresser au champ de force mécanique. Alors, champ de force mécanique dit constante de Svedberg. Pourquoi? Vous le verrez juste après. Et en gros, la constante de Svedberg, elle est égale à la vitesse limite de la particule à laquelle on s'intéresse, divisée par l'accélération. Retenez bien juste la formule S égale VL sur A, parce que ça va vous servir tout le temps dans les exercices. En tout cas, je le pense, je vous le conseille fortement. Et donc, en fait, si on détaille un petit peu plus cette formule, ça nous donne 2 facteurs de ρ fois ρ0 fois r carré, donc divisé par 9 états. Et donc, ρ et ρ0, ce sont des masses volumiques. R, c'est le rayon, par exemple, de la particule à laquelle on s'intéresse. Et état, ça va être la viscosité du milieu. Et après, on peut simplifier cette formule et dire que c'est m moins m0, donc des masses, divisé par notre coefficient de friction, qu'on a détaillé juste avant. Je ne vais pas vous le remontrer du coup. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui est très important. C'est que une unité Svedberg, c'est égal à 10-13 secondes. Il faut faire très attention avec ça. Il ne faut pas que vous mettiez seconde moins 1 ou que vous inversiez. C'est pas une unité Svedberg égale 10 puissance 13 secondes, c'est moins 13 secondes. Ok? Ça, c'est très important aussi. Ensuite, si on applique tout cela à la biologie médicale, parce que c'est bien beau d'avoir des formules, mais si ça ne nous sert pas, c'est pas ouf. Donc, on a vraiment deux catégories. Vous le voyez bien, on a d'un côté la sédimentation, de l'autre côté la centrifugation et l'ultracentrifugation. Donc du coup, la sédimentation, on va utiliser notre petite formule qui est de... Donc normalement, je vous ai dit tout à l'heure, c'est S égale VL sur A. Et donc là, si on fait les petits changements, on a VL égale S fois A. Mais ici, notre accélération, ça va être la force de gravité. De mémoire, je crois qu'elle est de 9,81, mais du coup, je vérifierai. Et donc en fait, si on remplace du coup notre S par ce que je vous ai détaillé tout à l'heure, ça nous donne 2 facteurs de ρ moins ρ0 fois r carré divisé par 9 états fois g, fois notre accélération. Et donc ça en fait, ça va nous donner la vitesse limite d'une particule qui sédimente tout simplement. Donc par exemple, si on s'intéresse aux globules rouges, ça peut nous donner la vitesse de sédimentation des globules rouges. Ensuite, on a la centrifugation et l'ultracentrifugation. Et donc du coup, on a notre A en fait qui ne va plus correspondre à notre G, donc la force de gravité, mais à oméga au carré fois R. Et donc oméga, c'est la vitesse angulaire de rotation et qui peut être détaillée par 2pi n, mais puisque c'est au carré, du coup ça nous donne 4pi carré n carré. Et il faut savoir que notre n carré, c'est la fréquence de rotation du coup de notre machine qui va nous servir à la centrifugation par exemple. Et R, ça va être le rayon de centrifugation. Donc ensuite, on a encore notre petite formule vitesse limite égale constante de Svedberg. Donc là, normalement, ça serait un S majuscule fois notre accélération. Donc comme ici et comme avant, comme je vous l'avais dit, c'est une formule très importante. Mais cette fois-ci, notre accélération, c'est égal à notre oméga carré fois R, du coup, fois notre constante de Svedberg. Et du coup, ça nous donne ça si on détaille un peu plus. Donc après, il y a des petits points à savoir pour l'ultracentrifugation, c'est forcément plus rapide que la sédimentation. Ça permet de séparer le plasma et les cellules.
et puis on a des particules immobiles. Bonjour à tous, donc après ce petit rappel de cours, on va enchaîner sur un QCM concernant les déplacements dans un champ de force, histoire de venir un peu fixer tout ça. Donc, voici l'intitulé du QCM. Donc, on avait comme d'habitude 5 items. Donc, item A, lors d'une sédimentation, les particules migrent par l'action de la pesanteur. Item B, la mobilité électrophorétique varie uniquement en fonction de la particule. Item C, la mobilité électrophorétique est de même signe que la charge de la particule. Item D, la constante de Svedberg des macromolécules est en général de quelques centaines d'US. Et enfin, item E, dans le cas d'une centrifugation, en doublant le rayon de giration, on quadruple l'accélération. Donc ça, c'était l'intitulé. On va maintenant regarder la correction. Donc pour ce qui était de l'item A, en effet, il est bien vrai. Pour ce qui est d'une sédimentation, les particules, elles migrent bien par l'action de la pesanteur. Et donc leur accélération, elle va dépendre de l'accélération de pesanteur G. L'item B, par contre, lui, était faux. Donc il est en partie vrai puisque en effet la mobilité électrophorétique elle varie bien en fonction de la particule. Cependant elle est également tributaire du milieu. Donc ça c'est un élément à ne pas oublier dans vos QCM, elle varie bien en fonction du milieu et de la particule. L'item C lui était vrai. La mobilité électrophorétique elle est bien de même signe que la charge. Pour l'item D, il était faux. Donc ça, c'est un élément qu'on retrouve souvent dans les QCM, tout ce qui est les constantes de Svedberg, donc à bien savoir. Pour les macromolécules, on considère qu'elle est en général de quelques US à quelques dizaines d'US et non pas quelques centaines. Et enfin, l'item E, donc lui aussi était faux. Donc pour savoir ça, il faut retourner sur la formule de cours. Et dans la formule, on voit que le rayon de giration n'est pas au carré. C'est le seul élément qui ne l'est pas. Attention, il ne faut pas confondre avec n, qui lui est bien au carré. Et donc, si on le double, on quadruplera bien l'accélération. Cependant, n, ça représente la fréquence de rotation et non pas le rayon de giration. Donc ça, attention à ce petit piège. Donc, pour la première question, les réponses bonnes étaient bien la réponse A et C. Donc voilà pour ce premier QCM de cours. Et maintenant, on va continuer avec un rappel de cours. Donc du coup, maintenant, on va s'intéresser au champ de force électrique. Alors, la force électrique dépend de la charge de la particule et du champ électrique. Donc en fait, cette phrase, elle résume tout simplement la formule que vous devez connaître. Donc on a notre force électrique, F, ça va être égal à la charge de la particule, Q, en coulomb, fois notre champ électrique. Et notre champ électrique, c'est E, c'est en volts par mètre. Donc du coup, cette phrase-là résume vraiment la formule que vous devez connaître pour les champs de force électrique. Et donc, logiquement, notre force électrique, il est forcément dépendant d'une particule donnée, puisque le Q de la formule, en fait, c'est la charge de la particule. Donc forcément, c'est dépendant. Ensuite, si on détaille le E, donc notre champ de force électrique, ça va être égal à la différence de potentiel divisée par la distance interélectrode qui est en mètres. Et donc notre différence de potentiel, U, c'est en volts. C'est pour ça qu'on a des volts par mètre pour notre champ électrique. C'est toujours orienté dans le sens du mouvement, notre force électrique. Ça, c'est très important à retenir aussi. Alors, quelques formules pour les champs de force électrique. Donc, la poussée d'Archimède, comme on l'a vu dans les champs de force mécaniques, là, elle n'intervient pas du tout. Notre vitesse limite, ce n'est plus notre constante de Svedberg fois l'accélération, mais notre charge de la particule fois le champ électrique divisé par notre F. Le F, c'est le coefficient de friction, c'est celui qu'on a détaillé aussi tout à l'heure. Donc ça, en fait, c'est le seul lien avec les champs de force mécanique. Ça, il faut le retenir, c'est très important. Si la vitesse augmente, alors l'accélération diminue et tend vers 0. Donc c'est normal, en gros, c'est dans la formule, quoi. On atteint la vitesse limite. Et pour une particule sphérique, donc c'est ce que je vous ai dit, en gros, le coefficient de friction, c'est pour les particules sphériques, et de toute façon, ils vont vous donner que des particules sphériques. Enfin, ça m'étonnerait s'ils vous en donnent pas. Mais normalement, c'est que ça. Donc tranquille, vous inquiétez pas. Les modalités sont différentes de celles d'un champ de force mécanique. Donc c'est ce que je viens de vous détailler. Donc voilà, on va passer à la diapo suivante. La mobilité électrophorétique, c'est très important aussi. Et en fait, ça va être caractéristique d'une particule donnée dans un milieu donné. Donc cette mobilité électrophorétique,
elle va être égale à notre vitesse limite divisée par notre champ de force électrique. Du coup, l'unité, c'est des mètres carrés par seconde moins 1 par volt. C'est le même signe que Q, et du coup, en fait, vous pouvez le voir grâce à cette formule-là, parce que du coup, ça va être forcément positif. Donc si vous avez un Q qui est négatif, votre mobilité électrophorétique sera négative, alors que s'il est positif, du coup, votre mobilité électrophorétique le sera aussi. Et donc, pour résumer, on a mobilité électrophorétique qui est égale à vitesse limite divisée par E, ou alors charge de la particule divisée par le coefficient de friction. Alors, du coup, cette mobilité électrophorétique, elle peut se traduire du coup par des... C'est nul, je recommence. Et du coup, notre mobilité électrophorétique, elle va pouvoir se traduire sur des électrophorèses. En fait, on va pouvoir le voir sur des électrophorèses. Donc, c'est vraiment le truc qui va être utilisé par les médecins ou peut-être d'autres professionnels de santé. Et en gros, ça ressemble à ça. Donc, ça vous montre le sens de migration de vos petites particules, là par exemple, qui sont situées dans votre sang. Et donc, vous pouvez voir que l'albumine va migrer le plus loin. Après, on a toutes les globulines, on a alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, gamma. Donc, les IgA, IgM, IgG, qui vont correspondre donc, voilà, à ces petits pics là. Et en fait, ça va être vraiment une électrophorèse normale. Et vous allez voir que ces électrophorèses peuvent être totalement différentes de celles-ci, et donc on aura des cas plutôt pathologiques du coup. Normalement c'est la diapo d'après, donc voilà, avec justement par exemple trop de gamma-globulines ici, donc là on n'a plus du tout le pic d'albumine, etc. Et donc en gros, ces pathologies sont reconnaissables par prélèvement dans les urines, dans le plasma, dans le sang, le liquide céphalorachidien, le liquide d'acide, le liquide des œdèmes. En fait, c'est un peu tous les liquides biologiques, quoi, au final. Et donc voilà, c'est ça, tous les liquides biologiques peuvent être utilisés pour l'analyse des protéines. Donc en gros, c'est hyper important de le savoir parce que si vous faites une électrophorèse d'un liquide biologique, ça peut vous donner énormément d'informations sur ce qu'il y a dedans, voilà, de quoi il est fait, et surtout de la quantité de vos protéines, de vos petites particules que vous avez dans votre sang. Donc c'est un outil de diagnostic des inflammations, des cancers, des infections, des syndromes, des cirrhoses, etc. Donc voilà, après on a un petit point de cours essentiel, donc c'est la séparation du plasma et des cellules du sang. C'est une séparation d'un mélange de macromolécules, et la centrifugation et l'ultracentrifugation sont plus rapides que la sédimentation, et une vitesse limite de 0 pour lorsqu'on a une masse volumique qui est égale aussi à la masse volumique 0 que vous avez dans vos formules. Ça c'est logique, si vous regardez votre formule, on a deux facteurs de ρ, donc notre première masse volumique moins ρ0, du coup si vous avez ρ égale ρ0, forcément que toute votre vitesse limite du coup sera égale à 0. Donc voilà, je crois que c'est fini. Donc on va passer à la correction des QCM, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Donc je vous souhaite une bonne continuation, et puis on se retrouve plus tard. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir contacter votre tuteur, ou même venez au bureau du tut. Normalement il reste ouvert. Donc voilà, bisous à vous, et puis à bientôt, salut. Donc, comme tout à l'heure, après le rappel de cours, on enchaîne sur deux petits QCM concernant la diffusion libre en solution. Donc, voici l'intitulé de la question 1. Donc, item A, le potentiel chimique correspond au niveau énergétique d'un soluté en solution. Item B, un déplacement est dit passif s'il nécessite un apport énergétique. Item C, à l'équilibre de diffusion pour un soluté neutre en solution, la concentration est constante en tout point. Item D, lors d'une diffusion passive, le soluté se déplace de la zone la plus concentrée vers la zone la moins concentrée. Et enfin, item E, lors d'une diffusion passive, le soluté se déplace de la zone la moins concentrée vers la zone la plus concentrée. Donc là déjà, on voit que l'item D et l'item E se contredisent, donc il faudra forcément faire un choix entre les deux. Donc, voilà la correction. Donc pour l'item A, il est bien vrai, c'est la définition du potentiel chimique. Et on ajoute même que tout système tend de manière spontanée à avoir le même niveau énergétique en tout point. L'item B, lui par contre, était faux.
Donc en effet, là, c'est la définition d'un déplacement actif, et si on est sur un déplacement passif, la diffusion, elle se fait sans apport d'énergie. L'item C, lui, il était bien vrai. Encore une fois, c'est un point de cours à bien connaître. Pour l'item D, il était vrai. En effet, lors d'une diffusion passive, le soluté se déplace vers la zone la moins concentrée pour tenter de rétablir l'équilibre chimique afin que sa concentration soit constante en tout point. Et donc, forcément, l'item E, lui, était faux. Donc, pour la question 1, les bonnes réponses étaient donc l'item A, l'item C et l'item D. On passe à la deuxième question. Donc, item A, le flux molaire correspond au nombre de moles qui se déplacent par unité de temps. Item B, le débit molaire correspond au flux molaire par unité de temps. Item C, dans la première loi de Fick, plus la surface est grande, plus le débit sera élevé. Item D, une membrane dialysante n'est perméable qu'à l'eau. Et enfin, item E, une membrane semi-perméable ou sélective est perméable à l'eau et aux petits solutés neutres. Donc, voilà la correction. Donc, l'item A, il est faux. En effet, la définition qu'on a donnée, c'était la définition du débit molaire. Pour ce qui est du flux molaire, il correspond, lui, au débit molaire par unité de surface. Donc ça, attention aux confusions qui peuvent être faites très rapidement entre le débit et le flux. Donc du coup, forcément, l'item B était lui aussi faux. Pour ce qui est de l'item C, il est bien vrai. Là, je vous laisse vous référer à la formule du cours. L'item D, lui, il était aussi faux. On avait donné là la caractéristique d'une membrane hémiperméable parfaite. Pour ce qui est d'une membrane dialysante, elle est perméable à l'eau, mais aussi aux microélectrolytes et aux petits solutés neutres, tels que l'urée ou le glucose. Donc ça, pareil, point de cours à bien savoir les différents types de membranes. Et enfin, l'item E, il était bien vrai. Une membrane semi-perméable ou sélective est perméable à l'eau et aux petits solutés neutres. Ça, c'est la définition du cours. Donc voilà, pour la question 2, les items vrais étaient donc l'item C et l'item E. Donc voilà pour les QCM sur la diffusion libre en solution. Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter deux exos de cours sur les déplacements en solution. Alors, concernant les déplacements en solution, cochez là où les réponses vraies. Donc l'item A, la membrane dialysante laisse passer les ions ainsi que les petits solutés neutres. Du coup, ce qui est hyper important à savoir, c'est qu'il y a 3 membranes, et du coup, il faut vraiment savoir chaque caractéristique des membranes. Donc d'abord, on a la membrane hémiperméable parfaite qui laisse passer uniquement l'eau, elle ne laisse pas passer les ions ni les petits solutés neutres. Ensuite, il y a la membrane hémiperméable qui laisse passer uniquement les petits solutés neutres. Et ensuite, il y a la membrane dialysante qui laisse passer les ions ainsi que les petits solutés neutres et l'eau, bien sûr, parce que l'eau passe de toute manière dans les trois, à travers les 3 membranes. Donc c'est pour ça que l'item A est vrai. Item B. Comme la diffusion, l'osmose est un phénomène actif qui requiert de l'énergie. Donc si vous avez bien compris votre cours sur l'osmose, normalement vous avez compris que c'est un phénomène qui est passif, donc c'est pour ça que l'item B est faux. En revanche, la diffusion et l'osmose, ils sont tous les deux passifs, donc ils ne requièrent pas d'énergie. Donc c'est pour ça que cet item est faux. L'item C, la pression osmotique se traduit par la loi de Van 't Hoff, qui correspond à cette formule, qui est donc pi égale l'osmolarité non diffusible fois RT. Donc R c'est une constante et T c'est la température qu'il ne faut pas oublier de mettre en Kelvin. Du coup, si vous connaissez, vous avez compris ce que c'était la pression osmotique, vous savez que c'est cette formule-là. Et après, il faut bien associer le nom de la loi. En soi, de savoir le nom, c'est pas primordial, mais si par exemple dans un item vous avez écrit en utilisant la loi de Van 't Hoff, ça peut toujours vous aider de savoir à quoi correspond cette formule. Du coup, l'item C est vrai. Item D. Une dialyse péritonéale se fait directement dans la cavité périnéale chez un insuffisant rénal. Donc là, il faut faire hyper attention parce qu'il y a un petit piège qui peut ne pas se voir puisque c'est 2 mots très proches, même si ça ne veut pas dire du tout la même chose, pardon. Du coup, la dialyse péritonéale, elle se fait bien dans la cavité péritonéale et pas dans la cavité périnéale parce que c'est pas vraiment la même chose. Et du coup, ce qui fait que l'item est faux. Et du coup, si on lit très rapidement la phrase, on ne voit pas et du coup, c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant quand on lit les items de ne pas se tromper, quoi.
Sinon après, à part ce mot-là, sinon le reste est vrai. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est faire la différence entre la dialyse péritonéale et l'hémodialyse. Et du coup, la dialyse péritonéale, ça se fait directement dans la cavité péritonéale. Voilà. Item E, la pression osmotique d'une membrane cellulaire est créée par l'osmolarité efficace. Si vous avez compris ce que c'est la pression osmotique, du coup vous savez que c'est l'osmolarité des ions non diffusibles fois RT. Et pour une membrane cellulaire, on sait que ce qui ne passe pas, c'est les protéines et les ions. Et il n'y a que les petits solutés neutres qui passent, c'est-à-dire l'urée et le glucose. C'est pour ça que l'item E est vrai, parce que l'osmolarité efficace, c'est égal à l'osmolarité totale moins l'osmolarité de l'urée moins l'osmolarité du glucose. Et c'est pour ça que du coup, l'item E est vrai. Donc voilà pour ces 5 questions, enfin ces 5 items. Donc voilà, donc comme je disais, il y a A, C et E qui sont vrais. Donc là, j'ai remis les justifications. Donc voilà. Après, on passe à une deuxième question. Concernant les déplacements en solution, cochez là où les réponses vraies. Ah, dans une solution hypertonique, les globules rouges vont subir une hémolyse. Donc ça, c'est hyper important de comprendre un peu le système de solution hypertonique et hypotonique. Donc moi, je m'imaginais vraiment une sorte de bocal avec de l'eau et dedans mes globules. Donc si je me disais que si la solution était hypertonique, ça veut dire que donc la tonicité est supérieure à celle des globules rouges. Je me disais vraiment que ça allait comprimer un peu les globules rouges jusqu'à les faire devenir plates, dans le cas de la solution hypertonique. Donc c'est pour ça que cet item est faux, parce que du coup les globules rouges vont subir une plasmolyse et pas une hémolyse, parce que l'hémolyse c'est le fait qu'elle gonfle jusqu'à exploser. Donc l'item B, dans une solution hypotonique, les globules rouges vont devenir turgescentes. C'est comme je disais tout à l'heure, du coup là ça va être le phénomène inverse où la solution va être hypotonique, du coup les globules rouges elles vont pouvoir prendre de la place, entre guillemets, du coup elles vont gonfler puis jusqu'à exploser. Donc le moment où elles explosent ça s'appelle l'hémolyse. Du coup la turgescence c'est le moment qui précède l'hémolyse, donc c'est pour ça que cet item là est vrai. Donc item C, la filtration glomérulaire est un phénomène bidirectionnel et passif qui se joue dans le rein. Donc là, attention, c'est un phénomène qui est unidirectionnel. C'est vraiment le passage de tout ce qui va aller dans le rein et qui va finir dans les urines, du sang vers les urines. C'est pour ça qu'on dit que c'est unidirectionnel, et attention, c'est pas bidirectionnel. Ça va jamais aller des urines vers le sang, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'elle est fausse. Concernant l'item D, le phénomène de Donan se traduit par l'équation de Nernst. Donc ça c'est vrai. En soi, c'est plus important de savoir comment s'écrit cette formule, donc la traduction de cette formule, que vraiment le nom. Enfin, on s'en fout un peu que ce soit l'équation de Nernst. Mais pareil que pour la formule de Van 't Hoff que je vous disais tout à l'heure, si dans un énoncé c'est écrit en utilisant l'équation de Nernst ou l'équation de Van 't Hoff, faut toujours savoir à quoi ça correspond et ça va vous aider du coup dans tout le reste. Donc c'est pour ça que c'est vrai. Et item E, le phénomène de Donan est dû à l'apparition d'une différence de potentiel membranaire induit par la présence d'ions diffusibles. Donc ça c'est vrai parce que le phénomène de Donan il est possible grâce à l'apparition d'un ion qui est non diffusible et majoritairement c'est une protéine qui est chargée. C'est forcément non diffusible parce qu'une protéine ça se diffuse dans aucune des 3 membranes et donc c'est pour ça que cet item E est vrai. Et c'est c'est cette protéine chargée qui fait que le phénomène de Donan apparaît parce que ça engendre une différence de potentiel entre nos 2 compartiments. Voilà pour ces 5 items, donc je vous remets la correction. Donc ici vous avez les corrections détaillées, donc c'est ce que j'ai dit. Donc les réponses c'est la B, la D et la E. Donc voilà pour ça. Donc j'ai fini mes 2 questions, j'espère que c'est clair pour vous et n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions. Voilà, bon courage!